Donc là, il est marqué quitter le live. Non. Okay. Donc ça sera pour tout à l'heure. Donc là, le live va commencer. Donc c'est déjà enregistré. Okay. Et donc, on a 37 personnes qui sont connectées, a priori. Ah, tu les vois? Ouais, en haut à droite, là, on a un compteur. Enfin, moi, j'ai un compteur, en tout cas. 38 personnes. 30... Ah oui, très bien, super. Ah oui, ok. Alors, bonjour à tous. On va attendre quelques minutes, le temps de permettre à tout le monde de se connecter. Vous avez en bas à droite 2 petites bulles qui vous permettront d'ouvrir le chat et donc de poser vos questions, de dire bonjour comme je viens de le faire. Et puis, on va commencer d'ici 2 minutes. Voilà. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. On attend encore 30 secondes et puis on va démarrer la présentation. Bon, allez, on va démarrer. Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les rencontres santé-travail. C'est une journée nationale qui est organisée par Présence. Donc, Présence étant une association qui fédère les services de santé au travail interentreprises en France, qui s'appelleront demain des services de prévention et de santé au travail. Et donc, pour cette journée du 14 octobre 2021, on se retrouve pour un webinaire donc, qui va durer à peu près 1 heure autour du sujet du document unique, donc sur le pourquoi de la mise à jour du document unique et surtout le comment. Donc, on va vous présenter ça à 3. On est 3 intervenants de services de santé au travail. Et donc, comme je l'ai déjà indiqué, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, c'est les 2 petites bulles que vous avez en bas à droite de l'écran. Donc, ça ouvre une page avec le chat. Donc là, on voit que vous êtes nombreux à avoir dit bonjour. Donc, bonjour à tous. Et puis, donc, si vous avez des questions, on prendra le temps entre chaque partie de tâcher d'y répondre. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de Présence et des services de santé au travail. Donc, Présence en Bretagne, c'est 9 services de santé au travail interentreprises, donc répartis sur l'ensemble du territoire, au plus près des entreprises. Donc, là, vous voyez, chaque petite pastille rouge correspond au siège des services de santé au travail. Des pastilles bleues, ce sont des centres de proximité, et les pastilles jaunes, ce sont des centres annexes, donc qui sont généralement occupés plus occasionnellement. On voit qu'il y a une répartition assez globale sur le territoire, et c'est ce qui fait aussi la force des services de santé au travail. Donc, on est 3 à vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc, il y a Laurence Quéré du service de santé au travail en Iroise, de Brest. Il y a Olivier Calu de l'AMIEM, donc qui est basé à Vannes et dont le siège est à Caudan, donc qui est sur le Morbihan. Et moi-même, Nicolas Apriou, donc à Morlaix. Hop. Alors, Présence en Bretagne, c'est plus de 740 000 salariés suivis. C'est plus de 70 000 entreprises adhérentes. Et donc, pour répondre aux missions des services de santé au travail, il y a environ il y a 843 professionnels, dont 218 médecins du travail, 104 infirmiers, 138 préventeurs spécialisés, donc nous en faisons partie, et puis 274 secrétaires médicaux. Donc, c'est vrai que souvent, on connaît les services de santé au travail pour les visites médicales, mais il y a d'autres activités au niveau des services de santé au travail qui sont
effectués par des équipes pluridisciplinaires. Et donc, la journée d'aujourd'hui tend à présenter aussi tout ce qui peut être fait et tout l'accompagnement qui peut être réalisé. On a un site internet pour Présence Bretagne sur lequel vous retrouverez l'ensemble des webinaires de la journée. À l'échelle de la région, il y a 10 webinaires qui vont être présentés au cours de la journée. Certains peuvent se chevaucher un peu. Les webinaires qui seront réalisés dans les autres régions seront aussi accessibles, mais via les plateformes YouTube de présence nationale ou présence Bretagne. Voilà, il y aura aussi un accès via ces plateformes-là. Donc, il ne faudra pas hésiter à les chercher d'ici quelques jours. Hop, alors, je passe le diaporama. OK. Donc, les rencontres de santé au travail, faut savoir qu'il y a un site internet, par exemple, qui a été créé. Donc, je vais vous le redonner parce que pour accéder peut-être aussi au webinaire ultérieurement, ça sera un moyen d'accès. Donc, c'est rencontre au pluriel-santé-travail-2021.fr. Donc, vous retrouverez l'ensemble des éléments. Les rencontres santé-travail, donc c'est organisé partout en France aujourd'hui pour montrer, comme je le disais, l'activité et l'action des services de santé au travail en matière de prévention au service de ses adhérents et de leurs salariés. En France, c'est 240 services de santé au travail. Je réécrirai, Madame Kernin, sur le chat après le site internet, hein, pour pouvoir y accéder. Vous aurez le lien. Donc, je le disais, présence, c'est présence donc à l'échelle nationale, hein, c'est 240 services de santé au travail qui couvrent l'ensemble du territoire, plus de 17 000 collaborateurs, dont 4 500 médecins du travail. Donc, voilà, une journée spéciale qu'on fait maintenant tous les ans depuis quelques années pour mettre aussi en avant l'action des services de santé au travail. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je n'aurai pas besoin de recopier le site puisqu'il y a quelqu'un qui vient de le faire. Donc, merci à vous. Donc, si vous avez des questions sur cette partie-là, il ne faut pas hésiter. Donc, comme je le disais tout à l'heure, s'il y en a qui sont arrivés après, vous avez un chat en bas à droite. Donc, ces deux petites bulles là que vous pouvez ouvrir. Et donc, au cours de la présentation qu'on va commencer tout de suite, vous pourrez présenter, vous pourrez poser vos questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, hein, qui est de pourquoi mettre à jour son document unique et comment. Donc, moi, je vais voir avec vous. Bonjour, je vais voir avec vous. Donc, pourquoi mettre à jour son document unique? Donc, je vais vous présenter un petit peu les différentes raisons, les différentes remarques que nous avons pu entendre lors de nos visites en entreprise. Donc, vraiment, une des premières raisons, c'est l'obligation réglementaire. Effectivement, c'est ce que confirme d'ailleurs l'enquête qui a été menée par le CROC de Bretagne, donc le comité régional d'orientation des conditions de travail auprès des TPE-PME de Bretagne. Donc, 70% des entreprises voulaient être en règle, voulaient être dans les clous. Donc, il faut savoir aussi que la mise à jour du document unique est légiférée dans le Code du travail. Donc, il y a 3 raisons. Une des premières raisons, c'est donc dès qu'il y a une décision d'aménagement important qui modifie les conditions de travail ou qui impacte la santé des salariés. La deuxième, c'est tout ce qui va apporter une information supplémentaire qui va intéresser l'évaluation du risque auprès des unités de travail. Et ensuite, c'est de toute façon au minimum une fois par an si les 2 premières raisons, même si les 2 premières raisons n'ont pas été abordées. D'autres raisons aussi. Donc, il faut tenir compte aussi des accidents de travail ou des maladies professionnelles qui peuvent arriver au niveau de l'entreprise. Tenir compte aussi des presque accidents. C'est des accidents où on a évité la catastrophe. Donc, c'est bien aussi de pouvoir l'étudier et puis le stipuler.
en fonction de l'actualité. Donc, vous avez bien vu que l'année dernière, par rapport à la Covid-19, il a fallu prendre des mesures et puis les intégrer au document unique. Pour tout ce qui est nouvelle activité ou modification substantielle, donc une activité, par exemple, le portage à domicile, ce n'était pas prévu, donc il faut effectivement le noter, le réévaluer. Il y a aussi, quand on n'est pas vraiment satisfait de son DU actuel, on a envie d'évoluer aussi au niveau de la prévention et me dit, bon, peut-être qu'on peut aller plus loin, donc il ne faut pas hésiter. Ça peut être aussi parce que l'équipe de direction a changé, on ne s'y retrouve plus. Et puis, dans certaines entreprises, c'est une mission aussi qu'on donne à un stagiaire qui dépend de la direction. Voilà, donc ensuite, il y a aussi tout ce qui peut… J'attends la suite, si ça vient. Certaines entreprises voulaient aussi pouvoir se projeter dans le temps. Donc, effectivement, on voit dans le plan d'action, il y a des échéances, donc ça permet de se tenir et puis voilà. Avoir aussi un état des lieux à l'instant T. On peut permettre, du coup, on voit un petit peu notre évolution au niveau de la prévention. C'est vrai, il y a 2 ans, c'était pas terrible. Cette année, bon, on peut faire mieux, puis l'année prochaine, on sera au top. C'est aussi formaliser tout ce qui est bonne pratique. On peut aussi, voilà, ça crée aussi une cohésion de groupe, une dynamique au sein en associant les salariés, puisque les salariés ont de bonnes solutions. C'est aussi prioriser les mesures à mettre en place. Des fois, on en a plusieurs et on ne sait plus trop par laquelle commencer. Donc, ça permet de prioriser. On peut inclure les améliorations qui sont faites suite au plan d'action. Voilà. Et puis, c'est réévaluer les risques et puis la prévention, puisque ça évolue. Voilà, je ne sais pas après. Il existe effectivement d'autres raisons. Ça, c'est celle qu'on a pu entendre. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Il y a une question, c'était par rapport aux diapositives précédentes, c'est est-ce raisonnable de s'appuyer sur un stagiaire qui ne possède pas vraiment la culture de l'entreprise ou de l'entité? Souvent, c'était des stagiaires qui étaient au niveau de management. Voilà, donc c'était Alors, ce qu'il faut aussi peut-être dire, c'est que, comme on l'a vu, quand on fait des enquêtes, la première raison qui motive les entreprises à mettre à jour le document unique, ou même à créer le document unique, c'est un respect réglementaire. Selon les méthodes qui sont utilisées, on va le voir après, c'est plus ou moins facilité. Et du coup, si ça devient trop contraignant d'un point de vue du temps nécessaire à la mise à jour, des fois on s'appuie sur la présence d'un stagiaire qui peut être aussi un stagiaire en prévention, donc avec des compétences quand même, et qui va formaliser les choses. Ça ne veut pas dire que la culture de prévention n'est pas dans l'entreprise, mais il peut y avoir une différence entre la manière de manager la prévention dans l'entreprise et puis comment on formalise les choses. Des fois, on est contraint par le temps aussi et du coup, faire appel à des stagiaires, ça peut permettre soit de gagner du temps sur certains aspects, soit d'avancer aussi. Et c'est sûr que si c'est un stagiaire seul dans son coin qui fait le document unique de l'entreprise, on ne peut pas, nous, dire que c'est satisfaisant. Alors, est-ce que vous avez… Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Eh bien, du coup, pour voir comment mettre son document unique, je vais laisser la parole donc à Olivier. Alors, comment mettre à jour son document unique? Déjà, sur la forme de votre document unique, pour des raisons de traçabilité, de modification, de mise à jour, vous pourrez, la première chose que vous pourrez faire, c'est de passer de la version papier. On en trouve encore assez fréquemment, des versions papier, soit consignées sur un classeur, soit sur un cahier qui a été acheté, soit encore sur du format PDF qu'on a pu récupérer. Donc, à une version numérique pour faciliter tout ce qui est, du coup, changement d'organisation de travail, tout ce qui est nouvelle activité
nouveaux process. Quand il y a la création d'un nouveau poste de travail, pour faire la mise à jour, pour faire la traçabilité, à partir du moment où on est ça facilite énormément la mise à jour du document unique. La deuxième chose, on voit aussi pas mal de documents uniques où l'employeur n'a pas vraiment sectorisé ou découpé son entreprise, ce qui fait qu'il va directement sur l'unité de travail. Et au niveau des unités de travail, il y a beaucoup de redondance, de risques qui peuvent être communs à tous les salariés ou à toutes les unités de travail. Donc, du coup, une des choses qu'on peut faire pour améliorer son document unique, c'est essayer de le sectoriser, soit par activité, soit par secteur géographique dans l'entreprise, en essayant d'avoir un premier zoom sur les risques communs à l'ensemble des salariés ou une grande majorité des salariés. Faire un deuxième zoom sur les différentes activités de travail impactant ces salariés, c'est-à-dire en prenant une menuiserie où on a un bureau administratif et un local plus bruyant et plus exposant à des poussières de bois. Du coup, de faire ce premier zoom sur l'activité administrative et de l'autre côté l'activité de production. Et ensuite faire le troisième zoom sur l'unité de travail qui peut être du coup dans la menuiserie chaque poste de travail présent. Et du coup, dans les postes de travail présents, ça évite de répéter à chaque fois le fait qu'on soit exposé à du bruit, qu'on soit exposé à des poussières de bois ou autre risque qui serait pris du coup dans la partie locale ou activité. Donc ça, c'est un travail qui peut être intéressant à faire pour avoir un document unique beaucoup plus synthétique et moins redondant sur les aspects risques. Oui, je pense qu'on aura la possibilité de vous transmettre une trame de DI numérique. La troisième possibilité, c'est également d'utiliser une méthode d'évaluation. Donc, le Code du travail n'impose pas particulièrement de méthode particulière, mais le principe est quand même d'avoir une évaluation qui est basée au moins sur la de la situation dangereuse avec une échelle de gravité, la description du risque encouru avec une échelle d'occurrence, et si on peut y ajouter des mesures de prévention existantes avec une échelle de maîtrise pour minorer ou accentuer le risque à partir du moment où il n'y a aucune mesure de prévention. Ça peut être aussi facilitant pour évaluer le risque. Alors, on demande, le Code du travail ne demande pas à avoir des méthodes très, très élaborées. Il peut y avoir des méthodes très, très simples sur l'évaluation avec uniquement des smileys ou alors des cotations plus numériques. Il en existe beaucoup. Je pense que pour l'employeur, le plus simple est d'avoir une méthodologie qui correspond à la taille de son entreprise, à l'efficacité qu'on peut y trouver dans cette méthodologie. Il faut surtout pas s'y perdre dans cette méthodologie et il faut retrouver du sens à partir du moment où on a fait son évaluation, à voir si on est bien cohérent dans le résultat de l'évaluation, si un risque qui vous paraît pas anodin mais minime par rapport à un autre risque et que dans l'évaluation ça ressort différemment, là il faut revoir la méthode, c'est qu'elle n'est pas appropriée, quoi. Voilà pour ces trois premières mesures. Ensuite, la quatrième, elle est intéressante aussi dans le fait que le document unique, effectivement, la responsabilité du document unique, elle repose sur l'employeur. C'est lui qui en a la responsabilité. Mais on parlait tout à l'heure d'un stagiaire. Pas de souci aussi. À partir du moment où il a des compétences, je pense qu'il peut apporter beaucoup dans la formalisation du document. Mais ceux qui sont les principaux
principaux impactés dans cette évaluation, c'est quand même les salariés. Et donc, je pense qu'une démarche participative auprès des salariés a beaucoup d'intérêt, dans le sens où, quelque part, on va les sensibiliser aux risques déjà qu'ils prennent à leur poste de travail. Et vous, ça va vous permettre de connaître plus en profondeur la nature du risque et la gravité de ce risque. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir, à partir du moment où on a fait sa sectorisation, faire appel à quelques bénévoles qui sont représentatifs des activités ou des unités de travail pour travailler avec eux. Et puis, dernier recours, c'est de passer par des consultants extérieurs. Donc, il y a déjà tous les intervenants des services de santé au travail, que ce soit IPRP ou AST, qui peuvent vous aider dans le repérage des dangers, dans l'évaluation du risque. Vous pouvez également vous appuyer sur la fiche d'entreprise que peut vous transmettre votre médecin du travail. Et puis, il existe aussi des consultants extérieurs, des organismes spécialisés. Alors attention quand même, parce que ce sont des prestations qui sont généralement payantes et assez chères. Et donc, la mise à jour peut être également payante, c'est-à-dire qu'un consultant peut très bien vous remettre un document unique en format PDF, et vous n'avez pas forcément la main dessus pour la mise à jour. Et ce consultant ou cet organisme spécialisé va avoir une approche très réglementaire, pas forcément sur la partie activité de travail de votre entreprise. Et ce qui fait que le document unique pourrait ne pas forcément correspondre à votre attente. Voilà. Sur la slide suivante, donc tout à l'heure, on me demandait s'il y avait une version numérique assez simple. Déjà, avec un simple fichier Excel qu'on pourra vous transmettre à votre demande, on peut déjà faire une première grille d'évaluation assez simple, où on reprend quelque part une colonne de danger, on reprend une colonne de description des risques, une colonne de prévention existante, c'est-à-dire que là, l'intérêt, c'est de réénumérer, c'est pas de remettre toutes les procédures qui existent, mais de les énumérer. Une colonne d'évaluation des risques qui reprend quelque part l'échelle de gravité, l'échelle d'occurrence et l'échelle de maîtrise, ce qui fait que quelque part dans l'évaluation du risque, on peut faire son évaluation en mettant ces critères-là. Et puis, tant qu'à faire, et qu'on soit en train d'évaluer ses propres risques, on peut aussi ajouter une colonne de propositions de mesures de prévention qui pourra être après retenue ou pas en fonction de la hiérarchisation que vous en ferez. Dans cette grille, vous pourrez, on va peut-être pas très bien, mais là, j'ai pris l'exemple d'une activité de travail assez sédentaire avec différents locaux. Donc là, il y a le local A1 et le local A2. Donc dans le local A1, on peut très bien remettre les risques communs à toutes les unités de travail présentes dans ce local-là, et de ne pas, du coup, les reprendre dans les unités de travail dessous. Donc, voilà pour la partie fichier Excel, tout simplement. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, en tapant sur Internet, grille d'évaluation document unique, vous en allez avoir pas mal. Comment mettre à jour ensuite son document unique par rapport à son activité de travail? C'est-à-dire que sur Internet, vous allez aussi trouver des banques de données qui sont en lien avec votre propre activité de travail. On va en trouver deux principales. La première, OIRA de l'INRS. Et donc, c'est un logiciel qui est personnalisable en fonction du coup de son activité de travail. Hein. Je vous ai mis à droite les différentes bases de données qui existent actuellement, et j'ai même pas pu toutes les mettre parce que la liste est assez longue, mais vous pourrez la retrouver sur le site de l'INRS en tapant OIRA. Et à partir de ce logiciel, vous allez pouvoir être guidé
dans l'évaluation de vos risques. Et surtout, elle sera très centrée sur l'activité, sur votre propre activité. La deuxième base de données est axée sur l'activité bâtiment travaux publics, où l'OPP-BTP a mis en place deux types de logiciels. Un premier qui s'appelle mon DocUnique Prompts, donc là qui est vraiment très basique et qui est réservé aux débutants, c'est-à-dire c'est vraiment pour débuter son document unique à partir du moment où on rentre une activité de travail de maçonnerie ou de carrelage ou d'électricien. Le logiciel va également vous centrer sur cette activité-là, mais elle restera très très basique. Et vous allez vite être invité à passer sur la version plus exhaustive de l'OPP-BTP qui va s'appeler mon document unique plus, où là, on va pouvoir personnaliser un peu plus son document unique et apporter beaucoup plus d'informations. Voilà pour les deux principales aides en termes d'activité de travail. Maintenant, je vais aussi vous présenter 3 outils qui ne sont pas liés à votre activité de travail, mais plutôt à des risques particuliers qui ne sont pas forcément évidents à décrire et à évaluer. Le premier, c'est l'évaluation du risque psychosocial. Donc là, sur l'INRS également, vous allez pouvoir trouver un outil qui se présente sous la forme d'un questionnaire. Je crois qu'il y a 41 questions à répondre. Donc, le but du jeu, c'est de le faire pas forcément tout seul, mais de le faire également avec une démarche participative, avec des représentants du personnel ou des salariés qui ont une bonne expérience et une bonne représentativité de l'entreprise, et qui, à partir des différentes réponses, va pouvoir vous donner une évaluation de votre risque psychosocial et également donner des pistes d'amélioration. Donc là, à partir du moment où vous avez rempli ce questionnaire-là, l'INRS vous renvoie sous la forme d'un tableur, donc l'évaluation, les pistes d'action, et vous pouvez très bien l'annexer dans votre document unique pour la partie traitement des risques psychosociaux. Le deuxième outil, donc c'est, alors le diapo va s'afficher, voilà. Le deuxième outil, c'est pour traiter de vos risques liés aux troubles musculo-squelettiques, qui ne sont pas forcément évidents non plus à repérer ni à évaluer surtout. Donc là, je vous présente un outil qui a été, c'est une brochure qui a été éditée par la CARSAT Rhône-Alpes, qui s'appelle donc Rythme 3, qui est assez simple à mettre en œuvre à partir du moment où on a un petit groupe de travail et un animateur qui a un petit peu de temps à y consacrer. Ça permet vraiment de cibler les postures contraignantes, les postures répétitives, les postures qui peuvent être contraignantes liées à votre activité de travail et du coup être ciblées par une action d'aménagement du poste. Et du coup, avec cette cible et une petite méthodologie pour, pareil, évaluer la dangerosité, le risque lié au TMS par rapport à ces différents postes, permet de créer une certaine hiérarchisation. Donc, dans cette brochure, qui est également accessible sur Internet en format numérique, c'est-à-dire que elle présente un diaporama pour sensibiliser le groupe de travail, elle présente la méthodologie et également un rapport, une trame de rapport qui permet après de conclure sur cette démarche. Le troisième outil que je vous présente également, donc là, il est sur les risques chimiques, donc développé toujours par l'INRS, qui s'appelle donc CERICH, et qui permet d'avoir une approche de son risque chimique par la saisie des fiches de données de sécurité et des produits que vous utilisez.
Et à partir de ces fiches de données de sécurité, Serich va pouvoir déjà vous faire un recensement des dangers liés à l'utilisation de ces produits. Et ensuite, Serich pourra vous proposer, en fonction de l'exposition de vos salariés, une évaluation risque chimique et proposer également des actions et des mesures de prévention adéquates. Voilà pour moi sur cette partie comment mettre à jour son document unique avec donc un petit rappel là, déjà passer de la version papier à la version numérique, voir si son activité de travail est déjà traitée par des organismes de prévention comme l'INRS ou l'OPPB, des aides intuitives qu'on pourrait trouver sur Internet pour formaliser son document unique. Et puis après, sur les risques un peu particuliers de votre entreprise, TMS ou des risques chimiques, avoir des outils d'aide un peu plus spécifiques à ces risques-là pour argumenter votre document unique. Alors, il y a quelques questions. Donc, je crois que Laurence, tu viens de répondre à une. Donc, c'est vrai qu'il y a une loi qui vient de sortir là cet été, qui dit que d'ici quelques années, il y aura l'obligation d'avoir une version numérique de son document unique. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Et c'est tout à fait juste de dire qu'une version papier est souvent nécessaire. Une version papier pour en discuter et pour travailler avec les salariés. C'est un peu compliqué de se mettre derrière un ordinateur avec les salariés pour faire son document unique. Mais du coup, donc Laurence, notre collègue, Laurence Quéré, qui a répondu que bientôt, là, ça va être figé dans la loi, ça va être obligation de garder son document unique pendant 40 ans. Et par rapport à la question de doit-on conserver l'historique des modifications annuelles, alors en effet, moi je conseille de conserver les modifications, en fait, d'avoir la version, donc c'est au moins annuel. Donc la version annuelle, elle est figée, elle est datée. Celle-là, on peut même l'imprimer si on veut, ou la transformer en fichier non modifiable. Et puis l'année suivante, quand on commence la mise à jour, on repart sur une version qui peut être copiée. Si on est sur le fichier Excel que Olivier a présenté, on bloque, on fige du coup le fichier sur l'année X et l'année suivante, on repart sur le même fichier, sauf qu'on va modifier ce fichier-là sans toucher à la version précédente. Et ça permet de voir aussi l'évolution au cours du temps. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors, il y a plusieurs... on verra, comme on a dit, pour vous transmettre l'outil Excel. Normalement, on va recevoir ultérieurement, nous, les adresses mail des participants. Et donc, on pourra vous adresser les documents. Après, on ne maîtrise pas le timing de quand est-ce qu'on va recevoir ces informations-là. Et puis après, prendre le temps de vous basculer que ce soit la présentation ou les documents. Alors, l'application 31 mars 2022, sur une partie de la loi, oui. Sur la partie numérique du document unique, je crois que c'est un peu plus tard. Mais en fait, la loi du 2 août 2021 qui impacte donc les services de santé au travail, qui vont devenir des services de prévention et de santé au travail, qui aborde ces sujets autour du document unique aussi. On est en attente de plusieurs décrets d'application. Et donc, en pratique, je ne sais pas si Olivier ou Laurence ont la réponse spécifique par rapport à la numérisation du document unique, mais moi, je ne sais pas en détail. Mais de tête, je crois que c'est... Au-delà de la réglementation, de toute façon, il y a vraiment tout intérêt à passer sur une version numérique. Il y en a déjà qui sont... La majorité des documents uniques
sont déjà en format numérique. La simple la simple grille Excel est déjà une version numérique qui est qu'il est très facile de mettre à jour. Maintenant, c'est vrai que le côté réglementaire appuie un petit peu plus, mais sans ce côté réglementaire, de toute façon, il y a tout intérêt à passer en version numérique. Alors après, il y a une autre question, c'est doit-on s'appuyer sur le DU pour étudier la pénibilité? Il y a eu des tentatives effectivement de création de fiches de pénibilité à partir du document unique sur certains critères qui avaient été cotés par le règlement par le code du travail, mais je crois que ça a été abandonné. Enfin, moi, je sais que j'en vois plus parce que c'est la CARSAT qui a pris en charge ce côté évaluation de la pénibilité des postes de travail. Donc, je pense que vous pouvez l'abandonner dans votre document unique, elle n'a plus utilité, mais par contre, vous pouvez la garder en tant que risque et conditions de travail, pour du travail de nuit, pour du travail en extérieur, pour du travail où il y avait le risque chimique, il y avait… Alors, sur le risque chimique, ça a été abrogé, mais il reste 4 facteurs de pénibilité. Mais par exemple, sur le bruit, le critère de pénibilité, il n'est pas forcément en accord avec la réglementation et sur les connaissances en matière de santé au travail. Donc, le seuil de mémoire, c'est une exposition à plus de 80 décibels, et donc sur 8 heures, et où les salariés n'auraient pas de protection individuelle contre le bruit à disposition. Donc, si on dépasse ce seuil-là, il y a facteur de pénibilité. Sauf que la réglementation sur l'exposition journalière au bruit, par exemple, on a des seuils à 80 et à 85 décibels. Et entre 80 et 85 décibels, l'employeur a l'obligation de mettre à disposition des protections individuelles. Et au-delà de 85 décibels, il y a l'obligation de faire porter les protections individuelles. Si on est admettons, à 86 décibels sur 8 heures, et qu'on met à disposition des protections individuelles, sur la partie pénibilité, du coup, l'employeur n'aura pas à déclarer le facteur de pénibilité. Par contre, il aura l'obligation de faire porter les protections individuelles. Donc, des fois, c'est pas toujours concomitant entre les critères de pénibilité qui avaient été définis et puis les connaissances aussi en matière de santé et sécurité au travail. Je ne sais pas si on a répondu à vos questions. Après, sur les autres critères, on est sur des aspects quantitatifs en matière d'horaire de travail, tout ça. Donc, on voit moins ces aspects-là souvent dans les documents uniques sur le nombre d'heures effectuées de nuit ou en horaire successif alternant. Et puis, je crois qu'il reste le travail en milieu hyperbare, mais ça, c'est très réglementé comme activité. On a une question de Éric Pierre concernant l'évaluation des risques pour des établissements de communes ou des établissements recevant du public. Là-dessus, je dirais qu'à partir du moment où vous avez des employés de maintenance ou de chargés d'entretien de ces locaux-là, effectivement, vous devez mettre en place un document unique par rapport aux risques pris par ces salariés-là. Après, sur l'occupation de ces salles par des associations, là, après, c'est aux associations de faire leur propre document unique à partir du moment où eux ont des salariés qui utilisent des salles. C'est vraiment lié aux salariés. Et sinon… ça répond à votre question, Monsieur Pierre, n'hésitez pas à réagir. Et sinon, donc, on a… avez-vous un site à nous conseiller pour accéder à des mises à jour réglementaires ? Il y a l'INRS qui est pas mal. Là, on a une approche avec l'INRS en termes soit d'activité de travail, soit de risque à proprement dit. Après, pour le BTP, il y a l'OPPB, il y a prévention BTP, où effectivement il y a pas mal de veilles réglementaires, même sur la Covid, ils ont fait vraiment beaucoup de choses sur les protocoles sanitaires. Et ils ont des newsletters en fait qui sont intéressantes, qui permettent justement d'avoir une certaine veille. Après, les autres
veille qui peuvent exister, à ma connaissance, c'est souvent payant. Moi, je sais qu'à une époque, j'utilisais les éditions législatives. Voilà, c'était intéressant. Il y a, mais plus vraiment orienté santé au travail, il y a le Calypso, donc c'est fait par un service de santé au travail dans les Hauts-de-France. C'est un gros service de santé au travail où ils ont une équipe assez étoffée sur les aspects juridiques et qui en fait informe aussi sur les décisions de justice suite à des contentieux. Donc ça, c'est intéressant, mais il me semble que c'est payant. Et il y en a d'autres, hein, on les connaît pas tous, mais sachez aussi que vos services de santé au travail, là, on vous a présenté donc Présence en Bretagne, il y a 9 services de santé au travail dans le réseau Présence. Quasiment tous les services ont des newsletters auxquels vous pouvez vous inscrire. Alors, Madame Loarec, la newsletter, si elle vous intéresse, que ça soit de l'INRS ou de l'OPPBTP, ça sera à vous de faire la démarche. Nous, on ne fait pas partie de ces organismes-là, donc on ne pourra pas vous inscrire à votre place. Ensuite, il y avait, vous pourriez donner un exemple de risque que l'on trouve dans tout type d'entreprise. Alors, on va tomber sur le risque électrique. Oh ben oui, déjà, oui, c'est ça, ouais. Chute. Des postures, manutention. Voilà, contraintes posturelles, oui. Travail sur écran maintenant. Ouais. Alors, la majorité des entreprises ont quand même un poste. Une des difficultés, c'est que le document unique, il est censé être exhaustif. Voilà. Maintenant, faut trouver le juste milieu entre l'exhaustivité et la mise à jour. Si on est trop précis, c'est pareil pour les unités de travail. Si on détaille trop sur les unités de travail, on risque de s'y perdre et selon la taille de l'entreprise, selon le temps qu'on a à y consacrer, on peut avoir des difficultés à mettre à jour son document unique. Donc, malheureusement, on n'a pas de réponse toute faite. Ça dépend beaucoup de votre activité et de votre taille et des ressources que vous avez. Je crois que par rapport à ça, il faut prendre vraiment son document unique comme un outil de prévention et non pas une obligation réglementaire de procéder à l'évaluation des risques des unités de travail. Il faut vraiment le prendre comme un outil. C'est cet outil-là qui va vous permettre de maîtriser les risques de votre entreprise. Donc, à vous de l'adapter en fonction de ce que vous en voulez et de la taille de vos entreprises et de son organisation de travail. C'est-à-dire qu'on peut très bien regrouper pas mal de postes de travail au niveau administratif, par exemple, en disant que l'unité, c'est un poste administratif. Et là, il y a du travail sur écran, il peut y avoir du risque psychosocial, mais ne pas forcément le décliner à chaque poste ou chaque bureau. Alors, dans notre secteur, Parc Aventure, nous avons obligation d'établir ADU des risques clients. Y a-t-il d'autres secteurs dans notre cas? Alors là, je suis surpris qu'il y ait une obligation de faire un document unique par rapport aux clients, parce que normalement, ça s'adresse uniquement à ses salariés. Alors, on peut prendre en considération effectivement que le client devienne, entre guillemets, un danger et qui représente un risque pour le salarié. Mais le décliner spécifiquement au risque pris par les clients, j'avoue, je suis surpris. Moi, je ne m'y attache pas. Enfin, je le considère pas comme tel. Il faut le prendre en compte effectivement dans l'évaluation des risques pour le salarié, mais pas créer une unité de travail client. Ça, normalement, non, c'est pas obligatoire. Après, ça peut être une démarche interne ou du groupe qui veut le faire, mais pour moi, ça rejoint un peu l'aspect établissement recevant du public. En fait, selon l'établissement recevant du public, vous allez avoir des obligations plus ou moins importantes. Alors souvent, on est sur des questions d'incendie, mais il y a aussi les aspects, en effet, sécurité. Et je pense que c'est plus sous cet aspect-là. Maintenant, c'est vrai que, là, vous m'apprenez quelque chose. Sur un parc aventure,
qu'on peut aussi, je crois, hein, appeler un accrobranche, ou c'est peut-être un synonyme. Je n'étais pas au courant, mais je vais regarder pour ma curiosité au moins. Après, je ne sais pas si on pourra vous donner d'autres informations, mais à ma connaissance, c'est assez exceptionnel. Hein. Après, vous pourrez trouver des documents uniques qui s'intéressent également à l'impact environnemental de votre entreprise. C'est-à-dire que sur le même outil, vous allez avoir l'évaluation des risques pour vos salariés et puis en même temps l'impact environnemental. Donc après, qui peut le plus, peut le moins. Hein, à partir du moment où on a un document unique qui tient la route au niveau réglementaire et que vous souhaitez l'étendre à d'autres aspects moins réglementaires, pourquoi pas. Hein. Donc, après, c'est vrai que par rapport à votre activité, il y a un risque qui est non négligeable hein, sur ce que ça soit des chocs ou des chutes, évidemment. On pense à ça immédiatement. Voilà. Après, je crois que c'est c'est très très marginal hein, comme obligation là, visiblement. Et puis c'est peut-être lié à une forme d'agrément. Si pour avoir l'ouverture administrative d'un accrobranche, il faut peut-être respecter un certain nombre de mesures pour justement la sécurité des clients. Et c'est pas forcément lié au document unique. Alors, Monsieur Pierre, qu'est-ce que vous appelez les administrés? Alors, c'est peut-être dans une norme, hein, Madame Elou, mais alors, les normes ne sont pas forcément d'application obligatoire. Donc, c'est vrai que là, nous, on a parlé de l'aspect réglementaire. Le document unique, c'est une obligation pour les employeurs dès lors qu'ils ont un salarié. Quand c'est pour des clients, en tout cas, c'est plus dans ce cadre-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être une autre obligation un peu en dehors de ce cadre, même si au final, l'évaluation va certainement être valable, que ça soit pour des salariés ou pour des clients. Puisque on imagine que vos clients qui vont grimper, des fois, ils ont besoin d'être aidés ou par vos salariés qui vont eux aussi grimper. Et donc, il faut de toute manière prévoir les moyens pour éviter l'accident. Ok. Donc, sur les établissements recevant du public, il n'y a pas d'obligation de faire l'évaluation du risque pour les clients. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation, mais on n'est pas sur le document unique d'évaluation des risques professionnels qui retranscrit l'évaluation des risques. Par contre, en termes d'établissements recevant du public, vous avez toute une réglementation spécifique en fonction de l'activité et de la taille. Donc, si vous avez une activité avec un hébergement, on prend une maison de retraite ou une crèche, je crois que vous parliez de crèche tout à l'heure, il y a des locaux à sommeil, on sait que la réglementation sur le risque d'incendie va être beaucoup plus contraignante dans ces cas-là. Selon le public aussi accueilli, il va y avoir une réglementation plus ou moins contraignante. Et en fonction de la quantité de public accueilli, on ne demande pas la même chose à une salle de spectacle, un zénith, et un magasin qui va accueillir quelques dizaines de personnes en même temps. Alors, il y a deux autres questions. Qui peut demander notre document unique outre l'inspection du travail? Les services de santé au travail. Alors, les contrôleurs de sécurité de la CARSAT. Il faut savoir que le document unique aussi, alors c'est une obligation pour l'employeur, mais il doit être à disposition des salariés. Donc, il ne doit pas forcément être accessible tout le temps, mais les salariés doivent être informés de comment ils peuvent y accéder. Donc, si c'est une version numérique, il faut qu'ils puissent accéder à la version numérique pour pouvoir regarder ce qui est contenu dans le document unique.
Alors, dans le secteur de l'intérim, faut-il intégrer le document unique des entreprises utilisatrices? Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre. Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. En fait, il faut faire l'évaluation des risques de ces salariés. Donc, maintenant, je dirais que le lien va se faire beaucoup aussi pour les intérimaires au moment de l'accueil sécurité. Il faut savoir que l'entreprise utilisatrice, alors toute entreprise qui accueille un nouveau salarié, il est censé faire un accueil sécurité. Je dis censé parce que dans beaucoup de situations, ce n'est pas le cas. Et pour des salariés intérimaires, il faut que ça soit un accueil renforcé. Donc ça, c'est des aspects réglementaires. Donc, dans le document unique de l'agence intérim, donc il va y avoir les salariés de l'agence intérim et puis il va y avoir les intérimaires qui travaillent pour des entreprises utilisatrices. Et là, pour moi, le gros du travail, c'est la coordination entre l'agence intérim et l'entreprise utilisatrice pour que l'accueil sécurité qui va permettre d'expliquer et d'accompagner les salariés dans les débuts de son activité au sein d'une entreprise qu'il ne connaît pas, ça se fasse de la meilleure des façons possibles. Et moi, il me semble que c'est intéressant d'avoir pour l'agence intérim au moins des unités de travail, mais qui vont souvent être un peu générales sur les risques professionnels des intérimaires, pour au moins se poser des questions aussi sur les outils de travail, les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle. Donc ça, après, des fois, il va y avoir des entreprises utilisatrices qui mettent à disposition des intérimaires les vêtements de travail, par exemple. Et puis des fois, c'est l'agence intérim qui va le mettre à disposition. Donc les règles ne sont pas toujours figées selon les situations, à ma connaissance. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Olivier et Laurence, sur les intérimaires. Non, c'est un secteur que je connais moins. On a une question sur l'employeur qui travaille sur son chantier. Donc, le document unique ne vise réglementairement que les salariés, mais rien n'empêche à l'employeur de faire aussi l'évaluation de ses propres risques à lui. Là, il n'y a pas d'empêchement par rapport à ça. Mais un document unique qui n'aurait pas l'évaluation de l'employeur, il serait valable aussi, quoi. Après, l'employeur, on l'oublie souvent. Donc, c'est bien aussi de pouvoir l'intégrer dans le document unique de l'entreprise. Donc, qui fait partie aussi de l'entreprise. Il y a un webinaire surintégré. Il y a un webinaire aujourd'hui sur la santé de l'employeur, premier capital de l'entreprise, je crois. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai dans les petites entreprises. La santé et la sécurité des employeurs, c'est primordial. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est bien de s'intéresser aussi à la santé et la sécurité des employeurs. Alors, il y a une autre question sur le guide de sécurisation du personnel et du public qui intègre le risque d'intrusion, menace terroriste. Alors, est-ce qu'il faut l'intégrer au document unique? Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'avoir son document unique. Alors, comme l'a présenté Olivier tout à l'heure, là, vous voyez encore affiché c'est riche. On a vu rythme 3, on a vu l'outil faire le point. Pour moi, sur cet aspect-là, en fait, c'est comme des annexes. Vous avez votre document unique et puis en annexe, vous allez avoir sur menaces terroristes, vous pouvez mettre au même endroit. Vous avez fait peut-être une évaluation spécifique par rapport au Covid-19. Pour moi, c'est annexé. C'est ça. On est rarement si je reviens sur la grille d'évaluation Excel, évaluer le risque des salariés de contracter le Covid dans le cadre du travail, pour moi, cette méthode-là n'est pas adaptée pour le Covid. Voilà. C'est clair. Mais on peut la mentionner dans la grille en faisant une référence au protocole sanitaire qui a été mis en place. Voilà. Et dans l'outil OIRA, vous avez un aspect spécifique sur le Covid. Alors,
ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est vrai que là, sont affichés, je ne sais pas, peut-être 20, 25. Oui, il y en a plus que ça, ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a un peu plus de 30. Et ils veulent arriver à 40 assez rapidement. Donc, des fois, voilà, moi, j'y vais une fois de temps en temps et je découvre qu'il y a un nouveau secteur d'activité qui a été élaboré en termes d'évaluation avec cette méthode-là qui, pour au moins une première approche, si vous n'avez jamais eu de document unique, alors normalement, si vous êtes ici, on est sur la mise à jour, mais si vous n'en avez pas du tout, ou si vous n'êtes vraiment pas satisfait et que vous voulez repartir d'une page blanche, c'est un outil qui peut être intéressant, qui est peut-être un peu moins participatif que ce qu'on peut faire par ailleurs, mais qui est assez complet, où vous avez des références documentaires sur certains risques professionnels, en fonction de votre branche professionnelle, ça peut être intéressant. Alors, on a une question sur les bénévoles. Je dirais que c'est un peu comme on vous oblige à le faire au niveau des bénévoles maintenant. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous voulez le faire au niveau des bénévoles, vous pouvez. Comment définir la gravité du dommage? Nous pensons en effet qu'une simple chute peut avoir... oui, ça, c'est sûr qu'une simple chute peut avoir des effets différents. La hiérarchie est-elle mentionnée obligatoirement ou faire preuve de conscience quand on... Alors, là-dessus, sur la gravité du dommage, soit vous déclinez vos risques, c'est-à-dire que d'une simple chute, on peut se dire qu'il peut y avoir la tête qui heurte un plan de travail en inox d'une cuisine, et effectivement, la chute elle s'est transformée en traumatisme crânien. De l'aspect chute, on peut décliner différentes gravités et les évaluer indépendamment. Maintenant, la chute, elle est liée, il faut voir l'élément qui peut provoquer cette chute-là, si c'est le sol qui peut être rendu glissant ou s'il est encombré. Donc, le but n'est pas de se noyer dans les différents scénarios qui peuvent arriver, mais rester axé sur les causes d'accident ou les causes de maladies professionnelles. Moi, je vois beaucoup de documents uniques, effectivement, ça ressemble plutôt à des pavés où on s'y noie. J'y vois pas tellement beaucoup de sens à essayer d'élaborer scénario, quoi. Il vaut mieux se centrer sur les causes d'accident ou les causes de maladies professionnelles et les évaluer en tant que telles et de travailler sur des mesures de prévention plutôt que de faire de l'évaluation pour de l'évaluation. Ça, c'est mon opinion. Après, je sais que pour certaines entreprises, ils ont des logiciels où effectivement, ils tiennent compte d'un tas de critères supplémentaires pour ça. Bon, à voir en fonction des entreprises, mais je dirais que pour des petites ou moyennes entreprises, restons sur l'essentiel, donnons du sens et de la cohérence aux documents uniques plutôt que d'essayer de faire des choses très rigoureuses. Et après, au niveau du document unique, c'est vrai qu'il y a une mise à jour tous les ans. Donc là, vous avez un doute pour ce risque. Je dis, à la limite, on va le mettre un petit peu plus fort. Et puis, dans l'année prochaine, on regarde vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi ajuster l'année d'après ou 2 ans après. Voilà. Ça peut être aussi une solution. Alors, le webinaire est censé se terminer dans 1 minute 30. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez, en attendant. Faut savoir que, donc, comme on vous l'a indiqué, les services de santé au travail peuvent vous aider pour plein de sujets en matière de prévention, que ça soit pour l'élaboration du document unique. Alors, on ne fait pas à la place de l'entreprise, de l'employeur, mais on accompagne. Quasiment tous les services de santé au travail aujourd'hui le font. Voilà, on est même incité à le faire par nos autorités de tutelle. Et comme vous avez vu, en fonction des risques professionnels, c'est intéressant d'aller évaluer ces aspects-là spécifiquement. Alors, Olivier, tout à l'heure, a parlé de travailler des fois par atelier. Donc, ça peut être avoir un accompagnement spécifique sur l'atelier ou sur certains risques professionnels où là, on a des compétences diverses et variées.
selon les services pour vous accompagner sur un peu tous les risques professionnels. On a parlé des TMS. Alors là, ce sont souvent nos collègues qui sont ergonomes qui interviennent, qui accompagnent nos adhérents sur ces sujets-là. Sur le risque chimique, voilà, on a des professionnels qui sont plus ou moins spécialisés sur le sujet. Sur les ambiances physiques de travail, on a parlé du bruit, sur les ambiances thermiques, l'éclairage, un peu sur tous les risques professionnels, au final, hein, on peut être amené à conseiller. Et puis aussi dans la recherche de solutions, puisque au-delà de l'évaluation des risques, c'est bien d'aller sur l'évaluation et sur la recherche de solutions. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Moi, c'est indiqué que le live est terminé. Donc, ce qu'on va vous demander, donc pour répondre à la dernière question, oui, il sera possible de revoir le webinaire via la plateforme Rencontre Santé Travail 2021, voilà, par laquelle vous êtes passé, sur les chaînes YouTube aussi. Et puis, on vous invite à bien cliquer sur « Quitter le live » en espérant avoir répondu au maximum à vos questions et à ce que ça puisse vous être utile. N'hésitez pas vraiment à revenir vers vos services de santé au travail, hein. On est là aussi pour ça, donc voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.